The Weeknd. Comme je suis un homme peu bavard, j'ai choisi de réaliser cette vidéo virale pour vous montrer ce que je ressens et où j'en suis. J'ai grandi en idolâtrant des conteurs d'histoire qui utilisaient le symbolisme. C'est donc dans ma nature d'en faire de même. La vidéo Rolling Stone se déroule dans un studio peu éclairé qui représente les deux mondes dans lesquels je suis coincée à jour. Le côté lumineux représente le monde mainstream, pendant que l'autre côté représente l'underground. La femme qui me tient dans ses bras, c'est vous. Mon public. À la mesure où le monde prendra progressivement connaissance de mon visage, vous vous désintéresserez de plus en plus de moi, ce qui est symbolisé par la perte de vêtements de la femme à chaque plan. L'éclairage de l'appareil symbolise ce passage d'un monde à l'autre, et quand il commence à flasher, mes yeux se détournent de l'underground. Même si je ne le souhaite pas, c'est un pas que je dois faire pour évoluer en tant qu'artiste. For they all love me until you won't love me, because they'll all love me. Alors je suis très contente de faire une vidéo enfin sur The Weeknd. Même si je vous avoue que je suis un peu intimidée parce que en fait The Weeknd c'est un artiste que je connais depuis ses tout débuts et justement je le prends limite un peu comme un frère dans le sens où je l'ai vu grandir artistiquement, mais dans un autre côté il a aussi grandi avec moi. La première fois que j'ai écouté The Weeknd j'avais 15 ans, aujourd'hui j'ai 24 ans, donc ça va faire bientôt une décennie de relation entre The Weeknd et moi, donc je vous avoue que c'est une vidéo qui m'est très chère et qui me fait un peu flipper, mais je pense que ça va bien se passer. Quand j'ai vu dernièrement l'immense succès qu'il a eu par rapport à son dernier album After Hours, je me suis dit que c'était certainement le meilleur moment pour parler de sa carrière et qu'on voit ensemble en fait tout ce qu'il a accompli depuis maintenant 10 ans. Et de vous parler aussi d'une relation entre un artiste et une fan, parce que pour le coup je pense que The Weeknd personnellement c'est un des mecs qui m'a le plus influencé musicalement et aussi dans ma propre vie. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de voir un côté relation très fusionnelle avec un artiste, sans que je devienne une fangirl non plus, vous inquiétez pas, mais je pense qu'il y aura cette sphère-là un peu dans la vidéo, je peux pas m'en empêcher. Donc je pense que ça peut rendre un truc un peu cool. En tout cas j'espère, et puis je vous souhaite une bonne vidéo. C'est un samedi soir comme les autres pour Abel Tesfaye. La bouteille d'Hennessy sur la table, entouré de ses amis qu'il a incité, comme lui, à quitter les études. Abel chante que cette fille aime son crew. Par habitude, ses amis se taisent quand Abel commence à chanter. Il pense même qu'avec le temps et la pratique, surtout quand il imite Michael Jackson, son idole, sa voix devient de plus en plus belle et claire. Pendant très longtemps, son entourage et surtout ses camarades de cours s'étaient moqués de sa voix. Il se moquait aussi de son cursus de francophile, où dans son collège à Ontario, il devait parler uniquement le français. Alors on l'appelait le Frenchie, et on le méprisait pour son côté sensible et artsy. C'est peut-être pour ça qu'il a quitté les cours du jour au lendemain. Mais maintenant on se moque plus de lui, parce que sa voix amuse, mais surtout impressionne la galerie. À 16 ans, les samedis soirs pour Abel, c'est ça. Chanter à propos de sexe, avec ses potes et sa bouteille d'Hennessy. Ou peut-être que c'est un mercredi soir, ou un jeudi matin. Tous les soirs et les jours se ressemblent dans cette House of Balloons. La House of Balloons, c'est le nom de la maison dans laquelle il habite avec son groupe de potes. Cette clique qui a quitté le lycée, mais aussi les parents. À 16 ans, un week-end, Abel fera ses valises et sans prévenir ni sa mère ni sa grand-mère, les deux femmes qu'il avait élevées, il partira. Pas un au revoir, pas un Denaunu, qui veut dire adieu, en amharique, la seule langue que sa grand-mère parle, vu qu'elle est directement immigrée d'Éthiopie. Un week-end, Abel plaquera tout pour partir à l'aventure et se construire lui-même. Mais la vie dans le sud d'Ontario n'était pas si simple. Pendant des années, Abel jonglera entre la House of Balloons, cette maison de dépravés où circuleront autant les drogues les plus dures que les femmes les plus faciles, mais il lui arrivera aussi de dormir chez des potes, ou même sur des bancs. En fait, Abel dépense tellement d'argent dans la kétamine, la MD, l'ecstasy, la cocaïne ou même la weed qu'il est carrément obligé de voler de la nourriture. Parce qu'à cet âge-là, les priorités d'Abel ne sont pas forcément un exemple de responsabilité. Mais dans son monde à lui, la responsabilité c'est de s'amuser un maximum avec tout ce qu'il a sous la main. D'ailleurs, quand il fait ses crises de panique entre deux pilules, son plus grand remède se trouve sous sa main. Sous cette main qui serre sa gorge pour essayer de mieux respirer. Sous cette main se cache son plus grand trésor, ses cordes vocales.
Alors je sais pas pour vous, mais personnellement, le début des années 2010 sera une période à marquer au fer blanc concernant mes meilleures découvertes musicales. Je sais pas si c'était mes 15 ans d'âge qui me permettaient d'être un peu plus curieuse artistiquement, mes expériences et mes premiers tollés de la vie qui m'ont permis d'être plus ouverte, ou peut-être que c'était juste les recommandations YouTube qui m'avaient encore mieux comprise que ma propre mère. Toujours est-il qu'en naviguant, perdu et avide sur YouTube, une énième nuit, j'ai vu cette image. Peut-être parce que c'était l'époque où je m'intéressais à la photographie argentique et que je reconnaissais là les défauts du grain et du tirage. Peut-être que c'était le bomber que la jeune fille portait sur cette photo qui m'attirait parce qu'il se serait super bien accordé avec ma petite jupe que j'avais récemment achetée. Ou peut-être que c'était juste le destin qui m'envoyait un signe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai cliqué. Je me souviens encore, 10 ans après, allumer la cigarette de trop à ce moment-là, toute seule, dans mon lit à 3h du matin. Je me souviens avoir la gorge qui me grattait et qui me brûlait, avoir envie de boire une gorgée d'eau ou peut-être être même plus intelligente que ça et simplement dormir, car je devais aller en cours le lendemain. Mais j'ai rien fait de tout ça. J'ai rien fait de tout ça parce que j'étais juste hypnotisée. Déjà par cette production, cette voix de fille entre l'agonie et le plaisir, la lenteur des arpèges, mais surtout, c'était cette putain de voix. Cette voix et ce qu'il me disait. You like to tease, baby. In reality, you don't know how to please, baby. Blue ball queen, take your fucking seat, baby. Write it out now, I know you wanna scream, baby. Ce que me racontait ce mec, c'était les propos d'un diablotin sur mon épaule droite, mais avec la voix du petit ange sur mon épaule gauche. Et moi, je restais plantée là, au milieu, avec ma cigarette qui me brûlait la gorge et les doigts, plongée dans mon indécision sur lequel des deux suivre. Pourtant, finalement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sa chaîne YouTube n'avait que 3 vidéos, Love Music, The Morning et What You Need. On savait même pas si c'était un groupe ou un mec tout seul. On savait pas son vrai nom, ni pourquoi il manquait le E à son pseudo, ni d'ailleurs d'où ce pseudo sortait. On savait pas à quoi il ressemblait, d'où il venait, ce qu'il voulait. Tout ce qu'on avait en fait, c'était lui et sa musique. Et pourtant, bien que ce The Weeknd avait l'air de tout faire pour ne pas être connu et encore moins reconnu, la chance lui sourira. Olivier El-Khatib, le manager de Drake et cofondateur d'OVO, tombera comme moi sur ces vidéos si mystérieuses. Et il tombera aussi amoureux de ce R&B dark, dérangeant et percutant. Il publiera les sons sur le blog de Drake de l'époque et incitera son client à parler de ce nouveau talent qui venait du Canada comme lui. Alors qu'Abel hésitait encore sur son projet de rap nommé The Noise et ce projet plus personnel et torturé sous l'alias de The Weeknd, le coup de pouce de Drake et de son manager le forcera à prendre la plus sage des décisions, sortir sa première mixtape le 21 mars 2011, appelé House of Balloons. Alors House of Balloons, c'est une mixtape, encore 10 ans après, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Ça a été un des premiers CD que j'ai acheté moi personnellement, ça a été un des premiers vinyles que j'ai acheté, ça a été un des premiers albums que j'ai saigné jour après jour à écouter 18 fois, 28 fois, 150 000 fois par jour. Et c'est impressionnant parce que cette mixtape, au départ, il y avait que 9 chansons dessus, en 2011, et pourtant en 9 chansons il y avait vraiment de tout. Au niveau des sons, il y avait de l'expérimental, il y avait du indie rock, il y avait un peu de trip-hop, un peu d'urbain, un peu d'R&B, il y avait des samples mais qui allaient de partout. C'est un album qui est très abstrait dans sa structure, mais en même temps les thématiques elles font écho les unes aux autres. The Weeknd va vraiment parler de sexe, de mensonges, de relations, de drogue, etc. Mais tout ça avec un falsetto, mais ça te ferait chialer le plus optimiste des hommes. The Weeknd, c'est le mec quand même qui va te dire des paroles ultra chaudes, genre I'm a fuck you right ou des trucs comme ça. Mais tout ça avec le même vocal range qu'Emile Jolie, tellement il est précieux dans sa voix. C'est absurde cet album, c'est n'importe quoi. Et c'est beaucoup trop bien. Enfin vraiment, cette mixtape, elle va dans tous les sens, ça touche à tout, et pourtant c'est pas du tout confus ou fouillis. C'est la perfection. Et puis surtout, si j'aime autant cet album, c'est que c'était une des premières fois où j'entendais dans le cadre d'une seule chanson, plusieurs chansons. Bon, je m'explique. En gros, The Weeknd, à cette époque, il était super connu pour faire des transitions entre les chansons pour te passer d'un univers à un autre très très rapidement. Évidemment, ceux qui connaissent cette mixtape, on a tous la même chanson en tête, c'est-à-dire House of Balloons / Glass Table Girls, qui est cette chanson, je l'aime tellement que je suis incapable de l'écouter dans la rue parce que quand il y a la transition entre les deux là, je fais un AVC, je tombe par terre, je rampe, je transpire, je suis incapable d'écouter cette chanson avec d'autres gens parce qu'elle
elle me transcende, je deviens totalement folle et je rentre en transe, mais totale quoi. Après la sortie de son premier projet, il sera temps pour Abel de détruire son anonymat pour continuer à évoluer en tant qu'artiste. Il fera son tout premier concert à Toronto, au Mod Club, et aura l'occasion de chanter pour Drake, qui se déplacera pour assister à cette première représentation live. Et tout s'accélérera après ce premier show, car Drake invitera ce nouveau talent à plusieurs de ses performances, notamment pour interpréter la chanson Crew Love, qui le fera connaître aux yeux du public du rappeur. Mais leur relation ne s'arrêtera pas de sitôt, puisque Drake aura assez de flair pour faire intervenir le prodige dans la réalisation de son prochain album, Take Care. Du coup, le succès commencera à vite sourire à Abel, mais ce dernier refusera quand même de faire des interviews ou d'autres coups de promo du style, car il considérait à cette époque qu'il n'avait juste rien à dire, à part exposer sa musique. Ce qu'il fera d'ailleurs à 2 reprises, dans la même année en 2011, en sortant sa 2e et 3e mixtape, Thursday et Echoes of Silence. Comme le karma faisait apparemment bien les choses, ces 2 nouveaux projets seront acclamés par les critiques, notamment par Pitchfork et Rolling Stone, qui assureront les derrières de l'artiste en faisant tout un tas d'articles sur ce chanteur mystérieux à suivre. Drake continuera de son côté à mettre en avant les talents de The Weeknd, en l'aidant notamment à se faire programmer au festival de Coachella ou au Wireless Festival à Londres, et il lui proposera aussi publiquement, en plein concert, une fusion du label de The Weeknd, EXO, avec le sien, le très connu OVO. Katy Perry parlera de sa reprise monstrueuse de Dirty Diana en public, et Florence Welch soutiendra aussi publiquement le virtuose. Bref, la machine The Weeknd était lancée. Il n'avait plus qu'à compter sur les autres pour marcher et suivre le bon chemin, ce chemin comme déjà tracé pour lui. Et c'est exactement ce qu'il ne fera pas. En septembre 2012, The Weeknd fera certainement un des coups les plus inattendus du business musical en refusant la proposition de Drake de fusionner avec OVO. À la place, il acceptera d'associer son propre label, EXO, à Republic Records, une branche indépendante d'Universal Music Group. Et 2 mois après, il nous fera un deuxième coup dont lui seul aura le secret, qui rendra son public très perplexe. Ressortir ces 3 mixtapes en une seule et même entité, la trilogie. Et justement à cette époque j'étais déjà fan de lui et j'ai une amie, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, qui était aussi fan de The Weeknd. On avait même l'impression qu'on était les 2 seules françaises à écouter The Weeknd et c'était notre petite confrérie et c'était juste génial, on parlait le langage de The Weeknd, c'était trop cool. Et du coup quand on a vu toutes les deux qu'il allait nous teaser sur un nouveau projet, bah évidemment on était à donf, mais quand on a appris que ce projet en fait c'était juste la réédition des 3 mixtapes en une seule, la trilogie, ça nous a saoulés, ça nous a grave saoulés. On l'a même traité de vendu à l'époque, tellement on était énervés parce qu'il nous fallait d'autres trucs. Et finalement, après la frustration et la rage, je me suis un peu posée dessus et j'ai commencé à comprendre la démarche. En gros, sa première mixtape, House of Balloons, bah évidemment, ça va être sur sa vie dans la House of Balloons avec sa clique, les drogues, les filles, tout ça. Sauf que quand on se pose vraiment dessus, on peut avoir une seconde lecture en fait à cette mixtape et donc avoir une autre interprétation. Si on devait la résumer en une seule phrase, c'est « attendez de voir ». Genre, toute la mixtape, c'est un espèce d'ego trip, mais un ego trip genre t'inquiète, j'ai encore des trucs dans ma manche, tu vois. Ensuite, la deuxième mixtape qui s'appelle Thursday va avoir un concept de base qui est très très simple et compréhensible, c'est que c'est une femme qui est totalement amoureuse de The Weeknd, mais que lui va accepter de voir que le jeudi, c'est-à-dire Thursday, pour la baiser, hein, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, mais encore une fois, que le jeudi. Ce qui est absolument dégueulasse. Mais du coup, dans une seconde lecture, cette jeune fille, ça peut être nous en fait, le public, parce que cette jeune fille dont il parle, elle a soif de The Weeknd, et nous en tant que fans, on avait soif de nouveaux produits The Weeknd, de nouvelles musiques The Weeknd. En plus, dans le même morceau Thursday, il va vraiment allier le mot Thursday, c'est-à-dire jeudi, et thirsty, c'est-à-dire assoiffé. Donc c'est vraiment un truc dont il a pris conscience. Donc en gros, la deuxième lecture, c'est nous, en tant que fans, on est tombés amoureux de The Weeknd, il nous faut d'autres trucs The Weeknd, et lui, il est en train de nous dire, genre, calme-toi 2 minutes, j'ai besoin de temps, je suis pas prêt, laisse-moi tranquille. En gros. Et du coup, la dernière mixtape qui s'appelle Echoes of Silence, ça va être sur sa vie au Canada et surtout sa vie avec les autres. Les relations très conflictuelles, passionnelles, etc. qu'il va avoir au Canada et surtout durant sa jeunesse. Et ça, du coup, évidemment, on peut directement le relier à nous, entre la relation entre nous les fans et lui l'artiste. Et ces interprétations-là, du coup, elles vont être confirmées par la lettre ouverte qu'il va donner à ses fans, offrir à ses fans, en octobre 2012, que je vous ai lu en début de vidéo. Il nous prévient qu'il a besoin de temps, qu'il a besoin de faire 2-3 trucs avant de nous redonner le The Weeknd qu'on aime et qu'on continue, disons, notre relation avec lui. On
On est en 2013 et Abel a déjà à son actif un disque de platine pour sa trilogie, qui est, je le rappelle, son premier projet officiel. Il a déjà fait la première partie de Drake, de Justin Timberlake, et pourtant, c'est pendant sa tournée au Japon qu'il ouvrira enfin les yeux sur sa situation et ce qu'il doit faire. Nobody seems to talk to strangers. Couples don't kiss in public or even hold hands. It's really refreshing. And me, I just felt like a contrast walking the streets. Ce Canadien, d'origine éthiopienne, ce jeune artiste qui veut allier la high life avec un esprit sain, cet homme dur, à l'armure magnifiquement fêlée, cet homme de l'ombre, mais qui veut être reconnu pour son art, celui qui va dire non à Drake, et oui à un album autofinancé en même temps, Abel est un homme de contradiction, un homme qui agit selon son bon vouloir, mais surtout avec son rythme et ses différences. Si au Japon il est évident qu'il ne ressemble en rien au riverain, autant physiquement que mentalement, il réalisera lors de ce court voyage qu'il en est de même pour sa vie de tous les jours, chez lui, dans sa maison. Il ne ressemble à personne et ça n'a d'ailleurs jamais été le but. Mais quand on ressemble à personne, alors faut se raccrocher à son propre monde, son univers à soi, à cette petite voix dans notre tête qui nous pousse à suivre notre instinct. Ce même instinct qui l'a incité à faire ce truc personnel et pas à suivre un chemin bien tracé par le business. Abel, The Weeknd, ce sera la pop star qui aura un pied dans le mainstream et l'autre dans l'underground. Et c'est exactement ce qu'il visera avec son nouvel album, Kissland. So you're somebody now, but what's a somebody in a nobody town? I don't think you even know it. Alors le concept de Kissland reposera sur une histoire fictionnelle qu'Abel inventera lors de son séjour au Japon. Lui et une prostituée japonaise seraient tombés amoureux, mais lui, devant assurer sa tournée en tant qu'artiste, aurait dû la quitter. Pendant sa tournée, il vivrait sa meilleure vie, mais avec elle en tête. Et elle, de son côté, l'aurait trompé au même moment. Alors il serait rentré de sa tournée pour aller la retrouver, mais surtout pour aller l'assassiner. Plein de remords et de doutes personnels, persuadé qu'il ne sera plus jamais capable d'aimer à nouveau. Et du coup, cette histoire avec cette femme-là, ça vous fait pas penser à quelque chose ? Bah ouais, la femme, du coup, bah c'est nous, c'est les fans. La femme, les fans. Et ce qu'il faut comprendre avec The Weeknd, c'est que généralement, dès qu'il y a une histoire avec une belle meuf, la belle meuf, c'est ses premiers fans. Et du coup, dans le cadre de Kissland, bah, on peut justement interpréter l'histoire de Kissland avec son histoire avec les fans. C'est-à-dire bah, l'expression de sa plus grande peur dans ce parcours vers le mainstream. Que son premier public le trompe, l'oublie, en ait marre de lui, soit lassé, soit frustré, ou même que lui-même, en tant qu'artiste, se perde en chemin et qu'à force de faire dans le mainstream, bah, il s'oublie lui-même dedans en fait. Et donc ils doivent un peu tuer symboliquement ses premiers fans pour plaire à de nouvelles personnes. Parce qu'Abel, là, il est pile dans cette étape-là entre l'underground et le mainstream, où il va à la fois donner des concepts et des visuels qui vont être un peu plus stéréotypés, un peu moins profonds, disons, pour répondre à la demande d'un public de masse. Et à côté, il va nous donner bah, justement ces secondes lectures pour que les premiers fans puissent un chouï se prendre plus la tête dessus, disons, et savoir que bah, insidieusement, bah, il nous parle aussi, il nous fait passer des messages à travers ses albums un peu plus mainstream. Tells the story of me coming back home and dealing with what I left behind. À cette période, bien qu'Abel ait commencé à comprendre la ligne invisible entre le mainstream et l'underground, entre l'ancien et le nouveau, le réconfortant et surprenant, il n'a pas su retranscrire cette vision à bien pour Kissland. D'un point de vue purement musical, cet album est à mes yeux une des meilleures choses qu'il ait produites. C'est un très bon successeur à la trilogie, mais il ressemble encore trop à ce dernier opus. Pour un public de masse, cet album est encore trop dur, trop violent et presque effrayant à certains égards. Toutes vérités sont certes bonnes à dire, mais plus on s'adresse à un public large, plus il faut faire attention à comment on les dit et dans quel papier on les emballe. Et c'était ça le souci, l'emballage. En 2013 et 2014, The Weeknd comprendra que s'il veut faire partie des meilleurs, il faut déjà qu'il s'affiche publiquement avec les meilleurs. Après sa tournée en première partie de Justin Timberlake, il enchaînera avec une apparition dans le hit planétaire Elastic Hearts, en plein milieu de l'ascension de Sia, et reprendra officiellement le titre Drunk in Love de Beyoncé, qu'il tournera évidemment à sa sauce, et en fera de même pour le single Trusty Shoes de Drake, qu'il détruira par son talent et son univers propre. Alors qu'il préparait sa tournée personnelle, il sortira sans prévenir le titre Often, un titre définitivement urbain, masculin, dérangeant et enivrant comme lui seul peut faire, tout ça mélangeant une production très tendance à des paroles The Weeknd. Presque comme pour s'excuser de ce titre très sexuel, il se mettra le public plus jeune et précieux en poche avec son featuring pur, sage et très doux
avec Ariana Grande pour le titre Love Me Harder. Il fera au même moment une cover story pour le magazine Complex, avec plusieurs pages d'interviews qui lui sera entièrement dédiée. Ce sera à ce moment qu'il décidera d'officialiser sa relation avec la mannequin Bella Hadid dans les médias. Et en parlant d'emballage, Abel ira à fond dans l'idée, car à mesure où son nom se dessinera sur les bouches de tous, ses propres cheveux feront bientôt pâlir de jalousie les plus grands fans de Jean-Michel Basquiat. Et parce que j'adore filer les métaphores, le 23 décembre 2014, Abel nous fera un des cadeaux les mieux emballés du monde. I'ma care for you. I'ma care for you. Earned, putain d'hit. Alors clairement, en tant que fan de la première heure, j'ai fait un peu la moue à la première écoute de ce titre, car je savais qu'il aurait pu aller bien plus loin dans le délire. Mais justement, je pense que ce move de la part d'Abel sera un des plus intelligents de sa carrière, car il s'agissait là en fait d'une évidence. Pour ceux qui connaissent pas, Earned, ce sera la chanson qui supportera la sortie du film 50 Shades of Grey, une comédie romantique un peu particulière sur un couple pratiquant le sadomasochisme avec un homme dominant et une femme soumise. Donc autant vous dire que 50 Shades of Grey et The Weeknd, c'est plutôt une affaire qui marche à mort. Bon, bien qu'elle eût été un peu trop crooner et 007 James Bond à mon goût, The Weeknd avait enfin trouvé son image. Celle du tombeur qui pourrait, ou ne pourrait peut-être pas finalement, te respecter en tant que femme. Celui qui te dérange, mais avec aisance et nonchalance. À la fois dans la vraie vie, mais aussi dans ce persona. Et en fait, c'était ça qui lui manquait. Il avait sa sonorité, ses paroles, son univers, mais il lui manquait ce personnage qui émergera aux yeux de tous avec ce titre. The Weeknd avait trouvé la faille dans la musique populaire de nos jours, celle de la virilité 2.0, de cet homme mi-misogyne, mi-ultra sensible et vulnérable, de cet homme qui parle du plaisir, mais féminin, de cet homme sombre, mais assuré, et surtout attirant. Après s'être calmé avec les drogues et ses autres addictions, avoir pris des cours de danse et fait face à sa peur monstre de chanter en public, le personnage de The Weeknd était prêt à être sous les lumières. The Weeknd était prêt à être une star. I'm trying to put you in the worst mood. I can feel my face when I'm with you. I only call you when it's half-past. I feel it coming, and I've seen it get rich here in the bowl. They don't let me down. En 2010, Abel chantait Kylie is the Mission dans son premier titre, The Morning. 5 ans plus tard, il chantera pour Tell Your Friends, Kylie was the Mission. Attiré depuis très jeune par cet American Dream, ce rêve d'argent, de gloire et de succès, Abel l'a à ce moment totalement accompli. Alors pourquoi tant d'amertume dans ses propos ? Pourquoi est-il aussi fermé ? Même si son rêve est réalisé, Abel est comme désabusé, et c'est pas comme s'il le cachait, surtout dans les clips qu'il réalisera pour Beauty Behind the Madness, qui formeront sa vision revisitée du mythe du pacte avec le diable qu'un artiste doit forcément passer pour atteindre la gloire. Cette personne androgyne, repoussante et terrifiante sera alors celui qui l'aidera à monter au sommet, notamment dans le clip I Can Feel My Face. Alors que la plupart de son public s'ennuie pendant sa représentation, à part cette jolie fille, qui représente ses premiers fans, ce personnage incarnant le diable ira littéralement mettre le feu aux poudres à sa carrière. Une fois le pacte signé, une fois le don de sang irréversible et insidieux fait, tout le public se réunira en une seule masse totalement déshumanisée pour clamer son talent et danser sur son succès un peu vicieux. Alors qu'Abel essaie de reprendre le contrôle de sa carrière et d'annuler le pacte en tuant la version édulcorée et glorieuse de lui-même dans le clip de Tell Your Friends, il en profitera pour mettre fin à cette mascarade en tuant le principal concerné, le diable lui-même. Mais ce sera évidemment pas si simple de rompre un tel contrat. Et bientôt, Abel verra les conséquences de ses actes irréfléchis, comme dans le clip de The Hills. Alliant à la fois la belle voiture totalement cabossée et mise à mal par ses erreurs de jugement, les femmes belles, froides, mais surtout désintéressées, et les collines de Los Angeles, hautaines et isolées, Abel est totalement perdu et désarmé. C'est tout ce qu'il voulait et finalement il n'arrive pas à trouver le bonheur. Alors, par réflexe, il rentrera chez lui. Enfin, il essaiera, car en fait, il n'y a plus vraiment de chez lui. Ce n'est plus qu'une maison vide, remplie de bouts de verre du passé, ceux qui font encore mal et qu'il a essayé tant bien que mal d'oublier avec le succès. Comme à nouveau dans la peau de ce petit Abel de 16-17 ans, celui qui cherchait son bonheur dans sa happy house of balloons, et il montera les marches à nouveau pour retomber nez à nez avec le diable
et ses démons, pour retourner tête baissée dans ses vices. Et au cas où le message ne soit pas encore totalement passé, Abel arrêtera même les métaphores et les analogies imagées pour être beaucoup plus direct dans son clip pour Starboy, où il se tuera une nouvelle fois, littéralement en s'étranglant, en se coupant lui-même la voix et en détruisant tout signe matériel de son succès récent, en criant « Je suis un putain de Starboy » avec mépris. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Pourquoi tant de haine envers lui-même ? Parce que malgré le fait qu'il ait enfin rencontré le succès, la reconnaissance légitime de son art, Abel sait qu'il s'est oublié dans le processus. Il sait qu'il est obligé de passer par là pour allier les deux bouts. Il a fait exactement ce qu'il voulait toujours éviter de faire jusqu'ici, c'est-à-dire faire du commercial. Tout ça au risque de perdre l'amour de ses premiers fans, ceux qu'il avait compris et toujours soutenus. Et j'avoue que moi-même, j'ai fait partie de ces fans qui ont commencé à tirer un trait sur The Weeknd, non sans la petite larme à côté de l'œil, parce que voilà, ça me brisait un peu le cœur de faire ça. Mais c'est juste que je le comprenais plus en fait à cette époque. Déjà un peu autant de Beauty Behind the Madness, j'avais du mal, même s'il allait me rattraper avec des titres comme The Hills, qui est juste mais phénoménal, il est beaucoup trop stylé ce titre. Mais par contre du temps de Starboy, franchement j'avais vraiment pas grand chose pour me rattraper, je le reconnaissais pas. Et il a même sacrifié ses cheveux, alors que c'était trop beau, enfin... J'avais l'impression qu'il voulait ressembler à tout le monde, alors que ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il faisait des trucs super personnels et il y avait que lui qui pouvait le faire. Et puis même avec ses sorties, il y avait trop de visuels, il y avait trop de photos, il y avait trop de paroles, de live, de machin, de bidules, d'interprétations. Enfin, j'étais vraiment perdue dans tous les sens. Je me souviens, Starboy, il y avait les clips, il y avait le court-métrage Mania, il y avait tous les shows qu'il faisait, les Grammys, les machins. Je comprenais rien et à force de m'en donner trop, j'allais rien voir parce que ça me saoulait d'avance en fait. Mais je pense que ce qui m'a le plus déçu en fait pendant cette période en tant que première fan, c'est que il y avait des productions qui étaient très tendances, donc ça pourquoi pas, mais c'était les paroles et les mélodies. Je vous dis, moi si j'ai commencé à écouter The Weeknd, c'est parce que j'ai l'impression de faire le truc le plus rebelle de la Terre à 15 ans, c'est-à-dire un mec me parlait de cul mais en mode rentre dedans dans mes écouteurs et moi j'étais en train de rougir genre ouh loulou, qu'est-ce qui se passe? Et là il va me taper un I Feel It Coming. I Feel It Coming. Enfin, l'ancien The Weeknd, il aurait pas dit je le sens arriver, il aurait dit autre chose, le pépère, hein, on connaît quand même. Et le pire, c'est que dans une chanson de 4 minutes 30, j'ai compté I Feel It Coming, il le dit 60 putains de fois. C'est chiant, le truc ça rentre dans ta tête, ça reste 2 ans dans ta tête, c'est insupportable. Mais même au-delà d'I Feel It Coming, toutes les autres chansons, il y avait beaucoup plus de rimes, il y avait moins de phrases uniques, il y avait des pré-refrains, des refrains, des ponts, enfin c'était vraiment fait beaucoup plus de manière académique. Et du coup j'avais perdu mon The Weeknd qui me faisait les transitions à la House of Balloons, Glass Stable Girls quoi, et franchement ça me faisait chier quoi. Ça me faisait chier parce que j'avais plus mon petit The Weeknd à moi, j'avais un artiste pop, mainstream, qui marchait. Mais en fait, on était prévenus. La caméra commence à flasher, mes yeux se détournent de l'underground. Même si je ne le souhaite pas, c'est un pas que je dois faire pour évoluer en tant qu'artiste. Merci encore pour votre patience et votre loyauté. Je ne vous décevrai pas.